Qu'est-ce qui explique que les services spéciaux, parce que ce sont eux qui sont à la mode aujourd'hui, qu'est-ce qui explique que les services spéciaux de Brice Clotaire Oligui Nguema aujourd'hui, avec toutes les preuves de détournement de fonds qu'ils ont, dont ils disent que Noureddine Bongo à 16 ans détournait déjà au trésor public, que Sylvia Bongo détournait dès 2008 alors qu'Ali n'était que ministre de la Défense. Qu'est-ce qui explique que Brice Clotaire Oligui Nguema et tous les autres, tous ces services, que l'agence judiciaire, la commission de lutte contre l'enrichissement illicite, n'ait jamais entrepris d'action en justice contre les Bongo, mais aussi contre toute la chaîne? Parce que je veux bien comprendre qu'au Trésor, il y a peut-être eu un complice une fois et que c'est passé sous les radars. Mais qu'on vienne expliquer au Gabon que de 2008, parce que leur reportage date ils disent c'est à partir de 2008, que de 2008 à 2023, qu'est-ce qui explique que tous les trésoriers payeurs que le Gabon ait connus, soi-disant, n'aient jamais vu ces détournements de fonds? Et on parle de détournements en milliards. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Dites-moi un peu. Parce que vous savez, moi, je vous ai dit, je suis pas dans les émotions. Je suis dans l'analyse. Et là, nous analysons la vidéo que les services de communication de la présidence nous ont sortie et ont distribué à tous leurs activistes et soutiens de Brice Clotaire Oligui Nguema. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que ce réseau n'ait jamais été démantelé et présenté à la justice? Qu'est-ce qui explique que M. Yann Koubdje, que M. Louembe, que M. Abouna, que tous ces gens, aujourd'hui, ne soient pas mis en détention, ne soient pas mis en prison, ne fassent pas de la prison préventive en vue d'un procès pour savoir ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous l'explique? Qu'est-ce qui nous explique que le Gabon a toujours eu des mécanismes, des institutions de verrou? Vous avez par exemple la CNIL, la Commission de lutte contre l'enrichissement illicite, et ses variantes avant elle, qui étaient censées être là pour surveiller, pour vérifier, pour garantir que des indélicats ne puissent pas s'enrichir illicitement au Gabon, et notamment détourner les deniers publics. Qu'est-ce qui explique cela? Je pense que les différents directeurs de la CNIL et des organismes précédents doivent être mis devant les tribunaux et s'expliquer. Il faudrait qu'on nous l'explique. Il faudrait que le Conseil d'État, que la Cour des comptes, surtout la Cour des comptes, pour ceux qui ne le savent pas, la Cour des comptes, c'est cet organisme-là ce sont des juges, des magistrats, dont était Madame Minkwe, je crois. Il faudrait que la Cour des comptes puisse expliquer au peuple gabonais comment des centaines de milliards depuis des années ont pu fuiter du budget national sans que eux, à travers leur bilan, à travers les comptes, les rapports qu'ils font chaque année, n'aient pu voir que, voilà, l'argent du pays s'évaporait. Parce que moi, je vous ai dit, oui, je pense que Sylvia et Noureddine sont coupables de beaucoup de choses. Je le dis, je suis pas là pour venir dire, oh non, les caresser dans le sens du poil. Non. Je vous l'ai dit. Même si on veut nous faire passer pour, voilà, les grands défenseurs, ceux qui blanchissent, machin. Je vous ai dit, bon, laissez-leur, c'est leur propagande. Mais moi, je fais appel à votre réflexion. Je fais appel à votre capacité d'analyser. Asseyez-vous un instant et posez-vous un peu la question. Comment fonctionne le trésor public? Comment un être humain... Est-ce que Sylvia Bongo est venue au trésor à placer un fusil sur la tempe des uns et des autres pour pouvoir à chaque fois piller comme ça le trésor? Comment c'est possible? Comment les organisations qui sont censées garantir de la transparence dans le pays, comment les organisations qui sont censées montrer la transparence au peuple gabonais ne nous montrent pas la transparence? C'est maintenant qu'il y a une petite guéguerre dans ce même système
Maintenant que le système s'est régénéré en la personne de Brice Clotaire Oligui Nguema et qui veut couper la tête des héritiers de ceux qui étaient là, c'est maintenant que ce système nous dit que non, en fait, voilà, ces gens-là pillaient le trésor public, avaient un train de vie, avaient ceci, avaient cela. Donc, je voudrais qu'on m'explique un peu. Mais si eux ont pu le faire pendant des décennies, si aujourd'hui le peuple gabonais est toujours incapable de nous dire combien gagne Brice Clotaire Oligui Nguema, combien gagnent ses femmes, ses épouses, quel est le train de vie de Brice Clotaire Oligui Nguema, quel est le train de vie de tout ça, si jusqu'à présent le pouvoir en place fait tout, ne veut pas communiquer sur ça, c'est parce que peut-être qu'il y a des choses à se reprocher. Peut-être que c'est le successeur d'Oligui qui viendra nous dire « Ah, mais tiens, est-ce que vous saviez que, est-ce que vous saviez que ?» Mais à un moment donné, ne trouvez-vous pas que il faut arrêter? Que vous êtes allé un peu trop loin dans le vol, dans la gabegie financière? Vous nous faites de très beaux documentaires, un reportage, vous sortez des factures ceci, sortez des factures cela. Mais nous voyons votre train de vie à vous tous dans le pays. Nous voyons comment vous avez tous des palaces à la capitale, dans vos villages. Comment vous avez des palaces à l'étranger, ici en France. Veuillez nous expliquer comment vous arrivez à le faire. Pour beaucoup, vous n'êtes que de simples fonctionnaires, même en étant des fonctionnaires hors catégorie ou quoi. Ça ne peut pas justifier votre patrimoine. Oligui Nguema lui-même, on nous dit que c'est un grand bâtisseur, que c'est quelqu'un qui possède des cités. Mais que ce dernier fasse comme le président du Sénégal, comme Diomaye Faye, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a montré main blanche. Il a dit, moi j'arrive au pouvoir, voilà ce que j'ai dans mes comptes bancaires, voilà mon patrimoine. Il n'a pas eu honte de dire non, voilà, j'ai tant d'argent en banque, voilà, j'ai ceci. Les Sénégalais ont pu voir. Les Sénégalais ont pu le voir venir, savent que, ah bon, il a 2 maisons, il a 5 millions en banque, etc. Les Sénégalais savent quel est son salaire mensuel. Donc si demain, ce dernier se retrouve à avoir une centaine d'immeubles, se retrouve à avoir des centaines de voitures, des avions, des jets, comme nous on peut le voir, comme on peut le voir aujourd'hui avec Brice Clotaire Oligui Nguema, les Sénégalais pourront dire, ah, mais Diomaye Faye gagnait 100 millions par mois. Monsieur, coupez votre micro. Je ne fais monter personne pour le moment. Vous allez monter quand je le dirai, s'il vous plaît. Élise, c'est mon numéro. C'est mon. Elle allait vivre au village comme son mari. C'est mon. C'est mon. Pas ton. C'est mon. On dirait un instant. Comme Denise, c'est Denise. Voilà. Les Sénégalais pourront dire, par exemple, mais monsieur Diomaye Faye, on l'a vu venir. On sait qu'il avait tant. Son salaire était de 100 millions. Bon, avec 100 millions, oui, on peut construire 2, 3, 4, 5 villas, etc. C'est la même chose partout. Hein. Donald Trump, les gens savent combien il gagne. Emmanuel Macron, c'est la même chose. Mais vous dites que vous êtes venu au Gabon pour changer les choses, mais vous marchez exactement sur les mêmes pas que vos prédécesseurs. Et c'est vous aujourd'hui qui voulez instrumentaliser la justice en disant les prédécesseurs sont des voleurs, regardez, regardez. Alors qu'aujourd'hui, vous faites exactement comme eux. Je vous ai fait la démonstration aujourd'hui que Brice Clotaire Oligui Nguema est en train d'enrichir ses épouses à travers les fondations, en violant la loi, en leur accordant des décrets, etc., etc. Ça, personne n'en parle. On nous a parlé de BGFI. Aucune. C'est-à-dire que toute la fuite de capitaux, les détournements qu'il y a eu, jamais BGFI n'a été inquiété de quoi que ce soit. Et lorsqu'on... Oh, Laurent, comment tu vas? Et lorsqu'on parle à travers ce reportage de ces années, mais regardez un peu, hein, les différents directeurs généraux de BGFI, c'est qui? D'abord, le père de la chose lui-même, le père de la chose, Henri-Claude Oyima. Je vous l'ai dit,
envoyé par ses parents Bongo aux États-Unis. Il termine ses études, il fait 1 an de stage à la Citibank. Les Bongo le font revenir au Gabon et le placent à la tête d'une banque qu'on appelait à l'époque Paribas Gabon. Paribas Gabon, dans mes souvenirs, c'est une banque qui se trouvait là où se trouve aujourd'hui la sortie de CK2, là où il y a, avant je crois qu'il y avait même Air Gabon à côté, là. Hein? Là où il y avait l'APIEX ou l'APIP, je ne sais plus, à côté de la tribune officielle. C'est là où était Paribas Gabon. Cette banque a soi-disant tombée en faillite. En fait, c'était une banque française. Omar l'a récupérée. C'était une banque d'Omar, en fait. C'était une banque france-africaine. Omar a fait d'Henri-Claude Ohima le directeur général de cette banque, qui est devenu plus tard, dont ils ont changé le nom, et c'est devenu la Banque française internationale du Gabon. BGFI, Banque française, oui c'est ça, internationale du Gabon. Internationale, Banque française internationale ou un truc comme ça. Ou Banque du Gabon internationale, bref. Et c'est Henri-Claude Ohima qui est là. C'est ce même Henri-Claude Ohima qui a ouvert les filiales de BGFI et autres en RDC, au Congo, un peu partout. Toujours le même. Ce même Henri-Claude Ohima, dont la banque, dont les filiales ont été arrêtées, interpellées par la justice de beaucoup de pays pour la fuite de capitaux, le blanchiment d'argent, le détournement de fonds publics. Jamais Henri-Claude Ohima ni les différents directeurs généraux n'ont été inquiétés par notre fameuse justice. Les biens mal acquis dont on parle, là, les biens mal acquis, ils étaient achetés de 2 manières partout en Europe. Par le trésor public. Vous avez vu les Français eux-mêmes nous apporter les preuves à travers des magazines qu'ils ont fait où Sylvia a acheté des montres, des Rolex avec le trésor, les chèques du trésor public. Hein? Qui était à cette époque au trésor public? Les mêmes. Louembe, Yann Koubdje. La même BGFI Bank, banque gabonaise et française internationale, merci, c'est bien ça. La même BGFI Bank, tapez, hein, allez-y sur Google, si vous pensez que je mens, allez-y sur Google, vous tapez BGFI Bank interpellée par la justice française pour blanchiment aggravé. Vous savez, dans les niveaux, hein, il y a des niveaux de crime. Là, on vous parle de blanchiment. Donc, ce sont des gens qui volent, c'est-à-dire que les trafiquants, les présidents, les machins, par un système, vont faire entrer leur argent dans cette banque avec la complicité des banquiers et autres. Et les banquiers, par leur connaissance comptable, financière, vont faire en sorte que cet argent devienne propre. Pour vous donner un exemple, moi, je vends de la drogue. Chaque semaine, par exemple, j'ai 10 000 euros. Mais si je vais faire le dépôt sur ma banque, tout de suite, ma banque va alerter les services compétents pour dire « Eh, j'ai un client là, les dépôts qu'ils font là ne sont pas corrects. » Donc, qu'est-ce qui se passe? Celui qui blanchit l'argent passe par une banque complice où l'argent rentre, mais une partie est genre déclarée, le banquier lui-même prend une partie. Et puis cet argent, lorsqu'il y a des contrôles et autres de l'État, la banque dit « Ah non, non, c'est normal, c'est un client qui, voilà, il y a circulé, il n'y a rien à signaler. » Mais BGFI Bank a été interpellé pour blanchiment aggravé. Donc, c'est-à-dire que c'est un autre niveau du blanchiment. Est-ce que vous avez entendu Henri-Claude Ohima, président, directeur général de tout le groupe, embêté à un moment donné? Mais c'est le pauvre Harold Leka qui a passé un contrat, un marché sur plusieurs années avec quelqu'un, avec les gens de la CDC pour leur communication. C'est lui aujourd'hui qui se retrouve en prison. Vous voyez? Voilà votre justice. Mais mieux, alors que le Gabonais pensait qu'avec son coup d'État, sa vie devait changer, que la justice devait être restaurée, eh bien, tous ceux qui étaient au trésor public, qui étaient complices de tous les voleurs du pays, donc à savoir Yann Koubdje, n'oublions pas une chose, Yann Koubdje n'était rien d'autre que le directeur général de BGFI Bank Gabon, sous les ordres d'Henri-Claude Ohima.
avant qu'il ne soit proposé pour devenir le TPG en remplacement de Louembe. Ah oui, la famille, si vous ne le saviez pas. Donc voilà quelqu'un qui sait exactement tous les mouvements d'argent que les Bongos faisaient. Voilà encore le même qui a été envoyé au trésor public. Vous savez dans le milieu comment on appelait Yann Koubdje, le grand argentier. C'était celui-là qui réalisait des miracles chez les Bongos et chez les autres. C'était celui-là qui pouvait leur décanter des situations même le dimanche. Il n'a jamais remplacé Louembe. C'est qui a remplacé Louembe? C'est qui? Après Louembe, c'était qui? C'était pas Yann Koubdje? Ou bien, il y avait une femme avant, hein, je crois. Enfin, bref, écrivez si... Donc, voilà Yann Koubdje qui est au même niveau. Mais alors là, la famille, vous voyez, ça bloque. Tapotez sur TikTok. Vous voyez des cœurs. Tapotez sur TikTok. Ah, vous-même, hein, c'est énervant, c'est fatigant. Tapotez sur TikTok, hein, vous-même. Donc, voilà quelqu'un, Yann Koubdje, voilà quelqu'un qui, si véritablement la justice avait été ce qu'elle devrait être au Gabon, voilà des gens qui devraient être là en cellule avec les Yann Goulou. Parce que c'est la même espèce. Ils sont fabriqués dans le même moule. Ils ont été fabriqués dans le même moule. Blaise Louembe, Yann Koubdje. Hein? Ces gens savent, c'est-à-dire que, comme je l'ai écrit tout à l'heure sur un post, si vous prenez Henri-Claude Ohima lui-même, qui est le père de la chose, c'est-à-dire qu'après, dans les extrémistes de Ngoni, chez les extrémistes qui considèrent que le Gabon est leur propriété depuis Omar Bongo, vous aviez un Idriss Ngari qui a créé cette association Tsumu, et juste en dessous de lui, vous avez le tout-puissant Henri-Claude Ohima. Et ce sont des gens qui se sont tellement bien organisés. Voilà pourquoi dans mes publications, vous m'entendrez toujours dire la République de Ngoni ou la principauté. C'est-à-dire qu'ils se sont arrangés à faire en sorte que dans leur organisation, vous avez les généraux qui maîtrisent tout le pays. Les généraux qui maîtrisent la gendarmerie, qui maîtrisent l'armée de l'air, qui maîtrisent la GR, qui maîtrisent, en fait, des généraux qui sont à la tête de tous les corps d'armée dans le pays. Ensuite, vous avez la branche financière, Henri-Claude Ohima. Et ensuite, vous avez plein d'autres petites branches, la douane, les machins, les ceci, les cela. Le véritable pouvoir des finances au Gabon, ils se les sont appropriés. Et donc, le père de la chose, surtout après le décès de M. Henri-Claude Ohima, pardon, je touche du bois le pauvre homme. Donc, le père de la chose, surtout après le décès de M. Idriss Ngari, c'est M. Henri-Claude Ohima. Ce monsieur que vous voyez dans l'ombre, c'est ce monsieur qui détenait en grande partie l'économie du pays. C'est ce monsieur qui, à lui tout seul, est une boîte de Pandore. Le monsieur que vous voyez là, toujours avec son petit sourire. Oncle Picsou pour les intimes. C'est une boîte de Pandore. Voilà quelqu'un qui peut vous faire la genèse des détournements de fonds au Gabon. Du blanchiment d'argent. Voilà quelqu'un qui peut vous faire la genèse au Gabon. Mais mieux, dans votre fameuse transition, Henri-Claude Ohima, qui est toujours le PDG de BGFI, se retrouve être également le ministre des Finances, de l'économie, de quoi. C'est-à-dire qu'en même temps, il a maintenant un superbe gros poste ministériel. En Europe, on appelle ça... comment ça m'échappe là? Ça c'est quoi? C'est la vieillesse maintenant? En Europe, on appelle ça conflit d'intérêts. Tu ne peux pas être propriétaire, patron d'une banque privée et en même temps ministre de l'économie d'un pays. Vous n'avez pas remarqué une chose?
c'est que depuis que Brice Clotaire Oligui a pris le pouvoir, non seulement il a fait monter M. Henri-Claude Ohima en grade, mais en même temps, la banque de M. Henri-Claude Ohima est la banque qui signe tous les marchés de l'État. Vous n'avez pas remarqué? Vous allez voir, on a fait venir des boîtes qui ont eu des marchés par de gré à gré, les Ebomaf, les Mika Service, les tout ça. Mais vous verrez toujours des publications, vous verrez toujours au journal, oh, Ebomaf a eu le marché de la... Suivez, hein, regardez un peu la grosse arnaque du peuple gabonais. Ebomaf a eu un marché de construction de route Ntoum-Kokobiche de 100 milliards. Ok. Mais Ebomaf nous dit non, ils construisent avec leur argent. Mais quand on regarde à la télé, on apprend que c'est BGFI Bank qui prête l'argent au peuple gabonais, à l'État gabonais, et qui paye Ebomaf. Et ensuite, on ne nous dit pas combien BGFI Bank récupère en plus des 100 milliards, soi-disant qu'il prête à l'État gabonais. Vous voyez, quand je vous dis en fait qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Ebomaf vient et nous dit qu'ils construisent à crédit. Donc, ils construisent et puis l'État gabonais va leur rembourser. Mais quand on regarde, on voit convention de financement entre BGFI, Ebomaf, etc. Donc, c'est-à-dire que BGFI, la banque d'affaires, prête de l'argent ou paye celui qui doit construire. Mais au final, de qui se moque-t-on? Et vous voyez, ça continue, ce flou. Mika Service, même chose. Mika Service, on ne sait plus où était cette boîte qui était en accointance avec les bongos, avec dans son premier mandat. Mika Service disparaît. Subitement, du jour au lendemain, on voit monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema qui ressuscite en Mika Service. Quelqu'un m'a dit, oui, mais Bernard, tu sais, c'est normal, c'était le coup d'État, il n'y avait pas de légalité. Mais donc, on est d'accord? À ce niveau, donc, il n'y a plus de débat à faire. Brice Clotaire est venu et il a fait les choses comme il voulait, en violation de la loi, parce qu'il a estimé qu'il a fait un coup d'État, donc il dirige comme il veut. Comme il veut. Voilà la réalité, qui n'a pas de tombe, qui prend toujours les escaliers pendant que le mensonge et la propagande d'État prend l'ascenseur. Voilà la réalité. Donc la famille, oui, les bongos doivent être jugés. Moi, je vous le dis, personnellement, j'estime et je pense que là, aujourd'hui, Noureddine et sa mère sont victimes d'une grosse frustration parce qu'ils ont été séquestrés, ils ont été torturés, ils ont été sauvagement agressés. Donc, du coup, ils veulent que réparation leur soit faite par rapport à ça. Ils veulent que réparation leur soit faite par rapport aux sévices qu'ils ont subis. Mais vous voyez combien de fois, vous savez, il y a des proverbes qu'on entend souvent, mais qu'on ne réalise que lorsque ça se retourne contre vous. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Le mal que tu fais aux autres se retournera vers toi. Tout se paye ici-bas. Le mal qu'on a fait à beaucoup en prison, voilà ça qui s'est retourné vers eux. Et ça s'est retourné par qui? Par la propre arme. Quand vous entendez souvent, ah, il a retourné l'arme contre lui. Mais là, c'est l'arme qui s'est retournée. Brice Clotaire Oligui Nguema a été l'arme ultime des bongos. Les bongos qui avaient écarté Brice Clotaire Oligui Nguema, qui faisait déjà partie de cet organe de répression. Je vous ai montré tout à l'heure, il y avait une image. Vous avez vu Omar Bongo et tout un ensemble de généraux, des généraux terribles. Des gens qui, à l'époque, lorsqu'on prononçait leur nom, c'est pas les histoires que vous voyez là avec les Oligui, les Power, les machins. Hein? Quand vous entendiez des gens comme Oja Nere, quand vous entendiez des noms comme Kawai, c'est-à-dire que c'est des gens, on entendait les noms, en fait, c'était des gens comme Fantomas, comme le film. Vous entendiez les noms, mais vous n'aviez pas de visage. Et rien que le fait d'évoquer ces noms, c'est des noms qui terrifiaient. Voilà la vieille garde. Hein? Vous avez vu, non? Flavien Nzundu, le beau-père de M. Brice Clotaire Oligui Nguema.
Donc, quand moi j'entends des gens aujourd'hui qui veulent venir faire croire aux Gabonais que tout le mal du pays, on doit concentrer ça sur Noureddine Bongo, on doit concentrer ça sur Sylvia Bongo. Mais arrêtez, arrêtez, arrêtez avec votre propagande. Oligui Nguema s'est enrichi aussi vrai que Sylvia s'est enrichie. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Oligui Nguema a participé à la répression dans ce pays, sous Omar Bongo. Vous pensiez que c'était n'importe qui qu'on mettait à côté d'Omar Bongo, hein? Vous pensez? Vous pensez que c'est des gens simples qu'on mettait à côté d'Omar Bongo? Vous ne savez pas que partout où Omar Bongo mettait ses pieds, son garde du corps, le dernier rempart était là. Quand vous voyez Oligui là, bon, je vais me laisser la porte ouverte. Quand vous voyez Oligui là, à lui tout seul, il peut vous dire voilà, Bongo me donnait tant de millions, va donner là-bas. Bongo m'envoie au trésor public, va faire ci, va faire ça. Mais c'est quelqu'un qui est... Quand il vous parle au renseignement, je suis quelqu'un de renseignement. Mais c'est parce qu'il était dans la chose. Il était au cœur de la chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a des postes dans ce pays qui sont supérieurs à d'autres. Le directeur de cabinet d'un pays est plus qu'un premier ministre. C'est quelqu'un qui connaît tout ce qui se passe dans le pays, qui a tous les dossiers. C'est celui qui apporte les dossiers à son patron qui est le président de la République, si vous ne le savez pas. C'est quelqu'un qui est au fait de tout, les dossiers sécuritaires, les dossiers financiers, il est au fait de tout. Le secrétaire général d'un ministère, c'est pareil. C'est lui le véritable patron du ministère. C'est pas le ministre, hein. Le ministre ne fait que signer, machin, etc. Et le garde du corps d'un président, c'est la même chose, voire même plus. C'est quelqu'un qui a des secrets d'État. C'est quelqu'un qui va même dans des missions dont vous n'imaginez pas. C'est ça, là, Oligui, que vous voyez. Dans ce reportage qu'ils ont fait, hein, il y a quelque chose qu'ils nous ont appris. Ils parlent même de haute trahison. Eh bien, je vais vous lire ce que dit la haute trahison. Je vous lis ça rapidement. Parce que beaucoup entendent, oh, haute trahison, c'est quoi là? Haute trahison au pays. On aime bien, vous savez, tous les activistes qu'on arrêtait sous Ali, tout ça, quand ils passaient à la barre, c'était haute trahison, concussion, etc. Je vais vous lire la haute trahison, ce que dit la loi concernant la haute trahison. Selon la loi gabonaise, la haute trahison est un crime grave qui peut être commis par tout citoyen et non seulement le président de la République. C'est quoi la définition de la haute trahison selon notre loi gabonaise? La haute trahison est définie comme tout acte commis par un citoyen qui porte atteinte à la sûreté de l'État, à l'intégrité du territoire national ou à la Constitution. Je répète, la haute trahison est la définition qui est définie comme tout acte commis par un citoyen qui porte atteinte à la sûreté de l'État, à l'intégrité du territoire national ou à la Constitution. Quels sont les articles de loi qui caractérisent la haute trahison? Eh bien, on y va. L'article 11 de la Constitution du 11 octobre 2018, et c'est la même chose pour les autres, définit la haute trahison comme un crime commis par le président de la République. Ça, c'est concernant pour le président. L'article 98 du Code pénal gabonais définit la haute trahison comme un crime commis par tout citoyen qui porte atteinte à la sûreté de l'État, à l'intégrité du territoire national ou à la Constitution, selon la loi numéro 21/63 du 13 mai 1963 portant Code pénal. Maintenant, quelles sont les sanctions encourues?
Les sanctions encourues en cas de haute trahison peuvent inclure la peine de mort. Oui, parce que jusqu'il n'y a pas longtemps, le Gabon avait toujours dans son arsenal juridique la peine de mort. Ça n'a été abrogé là, même si ce n'était plus appliqué depuis Hollando. La peine de mort n'a été suspendue, je crois qu'elle n'a même pas été abrogée, mais suspendue, hein, il y a quoi? Il y a peut-être 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Donc, les sanctions pour haute trahison peuvent inclure la peine de mort, bien que celle-ci soit suspendue depuis 2018, vous comprenez. La peine de mort est suspendue depuis 2018. D'ailleurs, ça a même fait l'objet d'un débat. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, lorsque nous étions au dialogue, les militaires voulaient rétablir la peine de mort. Je me suis battu bec et ongles avec d'autres, parce que c'était ça tiraillé. Hein. Ah si, il faut la peine de mort, non, il faut pas... Et quand j'ai pris la parole, j'ai dit ceci à tout le monde. J'ai dit, dans un État contrôlé, la peine de mort peut être peut-être dissuasif. Encore que même l'histoire nous montre que ce n'est pas dissuasif. La Chine, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, pour ne citer que qui appliquent la peine de mort, voient chaque année le nombre de condamnés à mort grandir. Donc ça n'a aucun effet dissuasif. Et l'argument principal que j'avais donné, c'était de dire que, mais dans les pays où ce ne sont pas des démocraties, mais des autocraties, ou des juntes, ou des régimes partisans, mais l'histoire nous a montré que la peine de mort est le tribut de tous ceux qui s'opposent aux dirigeants. Que la peine de mort peut se retourner à tout moment, même contre les plus zélés. Allez-y étudier l'histoire de la Russie, allez-y avec les purges, allez-y étudier l'histoire de la Chine, allez-y étudier l'histoire de l'Irak avec Saddam Hussein, de l'Iran et autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la peine de mort, si la suspension est enlevée, eh bien du jour au lendemain, comme ça, le pouvoir en place peut décider de vous condamner à mort et d'appliquer. Et quand il y aura des protestations à l'international, vous savez, ils diront, mais les États-Unis sont une démocratie, mais pourtant ils appliquent la peine de mort. Ils vous diront, mais la Chine est la deuxième puissance économique au monde, si ce n'est la première, entre parenthèses, mais ils appliquent bien la peine de mort, et vice-versa. Ils vous le diront au Gabon. Mais vous avez vu, nous avons eu des députés de la transition qui ont voté des lois, qui avaient le pouvoir de voter tout ce qu'ils voulaient. Ils n'ont pas touché à certaines lois comme celle-là. Pourtant, depuis le dialogue, nous avons discuté de ça. Ils n'ont pas touché parce que les militaires leur ont dit de ne pas toucher. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre pourquoi. Je vous le dis, le réveil sera brutal pour beaucoup d'entre vous. Quand vous m'avez vu pleurer, verser des larmes par rapport au travail que nous avons fait, et dont en réalité Brice Clotaire, Oligui Nguema et Minkwe avaient déjà leurs choses déjà toutes écrites, c'est parce que moi qui étais là au cœur de cette chose, je me suis rendu compte à quel point ces gens-là n'étaient pas venus pour nous. Et Brice Clotaire Oligui vous l'a dit plusieurs fois. Il vous a dit qu'il ne faut pas s'opposer à un pouvoir, parce que quand un pouvoir vient, on ne sait pas quand est-ce qu'il part. Et il vous a fait comprendre que lui, il est là minimum pour 14 ans. Et il fera, si la mort ne l'emporte pas avant, si un coup d'État ne l'emporte pas avant, mort ça peut être par maladie, hein. Si le colonel Ulrich Monfumbi ne l'enlève pas avant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer ce que nous avons toujours vu en Afrique. Il va se passer que, avec la limitation de mandat, Oligui Nguema va nous sortir, hein, vous savez, la multitude d'associations, de machins, ils vont venir nous dire, non, machin, on saute la limitation de mandat, blablabla, blablabla. Et lui, il dira, comme Popol à côté, mais qui suis-je? Ou comme Ouattara, qui suis-je? Si le peuple veut faire sauter constitutionnellement la limitation de mandat, mais qui suis-je pour dire non au peuple? Et on changera votre constitution. Et vous, là, qui avez attendu, qui vous dites, ah non, d'ici 7 ans, d'ici 14 ans, plus de mandat, machin, c'est fini. Voilà ce qui va se passer. Mais mieux, il pourra même nous faire ce que Abdoulaye Wade a voulu faire. C'est-à-dire que dès qu'il y a changement de constitution, il vous dira, ah, mais le premier mandat, là, ne comptait pas. La constitution n'avait pas encore pris effet ou je ne sais trop quoi.
Donc, en fait, vous avez mal calculé. C'est pas 14 ans, j'ai encore 7 ans. Vous n'avez encore rien compris des dictateurs africains. Il vous l'a déjà montré. Il vous a dit que vous avez mal compris quand il est venu dire qu'il allait rendre le pouvoir aux civils. Il vous a dit que lui n'a jamais dit. Il a dit, hein, c'est différent, que c'est différent de dire que je vais rendre le pouvoir ou quoi. Il vous l'a dit. Donc, vous là qui pensez que oh, c'était une bonne chose que les militaires prennent le pouvoir, c'est des gens disciplinés, ils vont redresser le pays. Vous avez vu une discipline là chez ces militaires. Ce sont des gens aujourd'hui qui se comportent comme étant les propriétaires du Gabon. Et nous comme étant leurs choses. Voilà ce que nous voyons. Vous avez vu une quelconque discipline militaire là? Mieux, aujourd'hui les militaires ont maintenant la possibilité officiellement de faire de la politique. Vous avez vu ça où? Là où les gens doivent protéger la nation, les frontières, non. Aujourd'hui, c'est devenu des politiciens. Aujourd'hui, c'est devenu des gens qui ont des ventres ventripotents. Regardez-les en l'espace de quelques mois. Regardez Ulrich Mafumbi dans les premiers jours. Regardez aujourd'hui comment il est. Regardez Oligui lui-même les premières images de quand ils ont fait la révolution de Palais. Hein, et regardez aujourd'hui, tous se sont devenus des joufflus. Tous se sont devenus, le ventre est sorti. Regardez! La famille. C'est grave ce qui est en train de se passer. Ils sont en train d'orienter la colère légitime des Gabonais. Oui, le Gabonais a la colère dans son cœur. Oui, j'ai de la colère. Mais cette colère doit avoir raison gardée. Si aujourd'hui nous acceptons qu'on puisse torturer, il y a des Gabonais, parce qu'aujourd'hui le pays est divisé. Il y en a qui disent oui, c'est normal, ils ont fait du mal, c'est bien, Oligui doit même ajouter, il aurait dû faire ça. Ok frère. Et si tu le dis pour eux, s'il n'y a aucun garde-fou, mais pourquoi tu t'étonnes lorsqu'on agresse ton enfant et que tu vois l'agresseur parce qu'il est le fils d'eux, parce que ses parents sont à la GR, pourquoi tu t'étonnes que ton agresseur te nargue encore dans la ville? Pourquoi tu t'étonnes? Pourquoi tu t'étonnes quand tu es chez toi, tu as ton titre foncier, ou je ne sais pas, tes ancêtres sont là, les tombes de ses parents sont là, et puis quelqu'un vient un jour chez toi à l'école, Monsieur Rekula, prenez vos bagages, partez. Ici, c'est chez moi. Voilà le titre foncier. Tu fais tout le tapage que tu veux, tu appelles la presse, tu montres même les tombes. On voit bien écrit, oh, 1700, 1800, oui, machin. Mais on te dit que c'est plus chez toi, voilà le titre foncier. Tu vas pleurer, la personne te dit, j'ai le papier. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. Il se passe au Gabon ce qu'on ne voit pas ailleurs. Qu'est-ce qui a été restauré? Donc, soit la justice, on la restaure véritablement pour tous, soit ça devient la jungle au Gabon. Soit quelqu'un vient voler chez toi et que vous l'avez attrapé, vous estimez que vous devez l'amener au commissariat et ensuite qu'ils doivent être jugés parce que vous estimez, vous espérez qu'il y a une justice. Ou alors vous faites comme dans certains pays où là-bas, c'est œil pour œil et dent pour dent. Dès qu'on a attrapé le voleur, quelqu'un a déjà sorti les pneus, l'autre a amené l'essence et puis c'est fini. Le problème est réglé. Parce que c'est à ça que nous allons arriver au Gabon. Je suis un pur produit de l'injustice. C'est l'injustice qui crée l'opposition. C'est l'injustice qui crée l'activisme. C'est l'injustice qui crée le radicalisme. Qu'est-ce que je n'ai pas subi dans ce pays? Entrepreneurs qui ne faisaient pas de politique, les puissants de ce pays m'ont dit, hey, tais-toi. Et si tu parles, on t'envoie en prison. Qu'est-ce que je n'ai pas subi? Tu sors ton argent pour faire réparer quelque chose. Parce que la personne prend, elle mange ton argent. Tu veux ouvrir la bouche, on appelle le procureur. Qu'est-ce que je n'ai pas subi dans ce pays? Dites-moi, mes frères. Parce que tu parles, parce que tu te plains, on envoie un commando de militaires, on va tout casser chez toi. Tu portes plainte. Non, la plainte est dans les tiroirs. Qu'est-ce que je n'ai pas subi dans ce pays?
Tu fais des dénonciations qui impactent la vie de centaines de Gabonais, on veut te corrompre. On te dit, oui, mais mon frère, ok, on reconnaît qu'on te doit de l'argent. Bon, Perenco va te payer cet argent, hein, et tu poses la question, mais pourquoi? Pourquoi? Où est le rapport? Oh, mais tu es un grand, il faudrait que tu comprennes. Tu gagnes au pénal. La même justice qui te donne raison, c'est la même justice quand tu dis, bon, maintenant que vous m'avez donné raison, là-bas, là, payez-moi, donnez-moi mon argent. C'est les services de renseignement qui t'appellent pour te menacer encore. Les décisions de justice dans le pays remplissent les employés de telle entreprise qui doivent être payés. Pour peu que tu t'appelles une BGFI Banque, tu refuses de payer les gens d'Air Service. Pourtant, ils ont leur argent dans ta banque. C'est pas qu'ils te doivent, hein, mais ils ont leur argent là-bas. Toi, tu refuses de payer. La justice demande au IMA, paye les gens d'autrui. Tu refuses. Ils vont dans tout. C'est-à-dire que même quand on veut voler, même quand on veut tricher, il y a une manière de faire. Mais même quand la justice corrompue te dit quand même, là, mon frère, paye quand même, là, tu as tort. C'est quand même que là, c'est un autre niveau. Henri-Claude Oyima paye les pauvres gens d'Air Service. Non, je ne paye pas. Il est trimballe de tribunaux en tribunaux. De tribunaux en tribunaux, il gagne. Tous les échelons de la justice gabonaise donnent raison aux pauvres employés. Il dit non, je ne vous paye pas. Je vous amène à la cour africaine, machin, à Abidjan. Abidjan là-bas dit encore que ce sont les employés là qui ont raison. Paye le pauvre argent. Ils reviennent encore au Gabon. Ils trouvent encore un motif. Ils ne payent pas. La même justice encore. Je vous dis qu'il y a des choses quand c'est clair, c'est clair. La justice dit paye. Le tout-puissant Henri-Claude Oyima de BGFI Banque dit je ne paye pas. Et les pauvres gens sont en train de mourir. Les gens de maladie, les gens de chagrin. Vous savez, hein, moi j'ai vu ça avec mes parents. Hein. J'ai vu mon père prendre un coup de vieux, mais vous n'avez pas idée. Lorsque quelqu'un toute sa vie s'est réveillé à 5 heures du matin pour aller travailler, et que du jour au lendemain, comme ça, là, il arrête de travailler, c'est-à-dire que même quand la personne est bien portante, elle vieillit parce qu'elle est habituée à une routine. Le fait de rester, par exemple, à la maison, non. Combien de ces personnes-là qui sont à la retraite ou qui étaient à Air Service lorsque c'est tombé en faillite, ils avaient par exemple 55 ans, ils se sont dit, ou 45 ans, ou 40 ans, ils se sont dit, mais à mon âge, là, je vais encore travailler. J'attends mes droits, j'attends mes 10 millions, au moins je vais construire tel, au moins je vais faire mon poulailler, au moins. Il y en a plein comme ça qui ne font que mourir de chagrin, mourir de maladie. Parce qu'entre-temps, quand le cancer vient t'attraper, papa, il ne te demande pas ton avis, hein, il ne cherche pas à savoir si tu étais quelqu'un de riche, si tu étais quelqu'un du pouvoir, non, il te dit, moi, quand je suis là, si tu ne me traites pas, je te donne peu de temps, après je t'embarque. Combien sont en train de partir comme ça? Mon inbox est rempli comme ça de ce genre de personnes. Ah, mon frère, je sais que tu te bats pour tes frères et sœurs, pour les droits de l'homme. Regarde ma situation, est-ce que tu peux en parler? Je vous dis qu'on me demande de parler de tout et de n'importe quoi. Mais je suis dépassé. Et le seul mot, maître mot de ça, c'est l'injustice. L'injustice qui est incarnée par qui? Par les magistrats. Et ces magistrats-là, vous savez quel est leur statut? Non seulement ce sont des fonctionnaires hors catégorie, des magistrats hors catégorie. C'est-à-dire que dans le classement de la fonction publique, vous avez les A, A1, les B, etc. Eux, ils ont dépassé le seuil, le plafond. Là, ils sont en haut, ils sont dans les sommets. Même si ce n'est pas tous, mais une grande partie. Surtout les présidents de cours, de machin, de quoi là. Et ce sont eux qui font la pluie et le beau temps au Gabon. Quand vous entendez la justice aux ordres, là, quand vous voyez là, comment il s'appelle, notre docteur en biologie du droit, là, Monsieur Minan, ce sont eux les magistrats hors catégorie. Vous n'imaginez pas les avantages qu'ils ont. Vous n'imaginez pas, jusqu'au permis de port d'armes, là, ils ont ça. C'est-à-dire que ce sont des gens comme les ministres, quelles que soient les infractions qu'ils ont, vous ne pouvez pas leur
Ils ne peuvent pas être jugés n'importe comment. Il faut d'abord qu'il y ait la création d'une commission, d'une cour spéciale, etc. Alors que l'une des recommandations phares du dialogue était qu'il y ait un tribunal permanent pour juger ces gens, les ministres, les machins, etc. Est-ce que ça, vous le savez? Brice Clotaire Oligui Nguema, jusqu'à présent, refuse, je dis bien, il refuse de faire évoluer la loi gabonaise dans ce sens. Voilà pourquoi, par ironie, il y a quelqu'un hier qui posait la question, « Oh, si vous savez comment on porte plainte à un ministre, etc., dites-le. » Parce que la réalité au Gabon, c'est que quel que soit ce qu'un ministre fait, si un Gabonais lambda se lève et va porter plainte à ce ministre, la plainte là, on va prendre, on va froisser, et puis on va mettre ça quelque part. Il n'y a aucun tribunal qui, là, actuellement, est habilité à traiter, à juger un ministre. Il n'y a qu'Oligui Nguema qui peut convoquer une cour spéciale ou ce genre de choses pour gérer ces gens. Alors que les recommandations avaient été que de la même manière que vous avez une cour criminelle, de la même manière que vous avez une cour qui traite le droit commun, le droit civil, etc., qu'il y ait une cour, une autre cour spéciale pour traiter de tous ces gens-là. Je vous ai lu tout à l'heure ce que dit la loi gabonaise concernant la haute trahison. Vous vous rappelez qu'il y a une partie qui parle de tripatouillage de la Constitution. Dès l'instant... Attendez. Monsieur Brad, vous voulez dire quelque chose? Je vois que vous êtes monté là, ou bien vous êtes monté par erreur. Bon, je pense que la personne a dû tapoter, je la fais descendre. Ah, descends. Ok. Je vous ai lu tout à l'heure le passage de la loi qui traite de la haute trahison au Gabon. Vous avez vu qu'en dernier, l'une des dernières raisons qui caractérise une action comme étant de la haute trahison, c'est le tripatouillage de la Constitution. Dites-moi, qu'est-ce que Marie-Madeleine Branso a fait en 2019 lorsqu'Ali a eu l'AVC? N'a-t-elle pas tripatouillé la Constitution, interprété, changé comme elle voulait, en nous parlant d'une vacance provisoire, en nous faisant je ne sais trop quoi? Qui avait donné la possibilité à Marie-Madeleine Branso de changer la Constitution? Et même de nous sortir le triumvirat ou je ne sais trop quoi. C'est qui? Mais pourtant, les premières choses que la justice devait faire si elle avait été restaurée, c'était de mettre cette dame aux arrêts. Rien que ça, hein, je ne parle même pas des élections tronquées depuis des dizaines d'années qu'elle a validées, etc. Je vous parle tout simplement de rien que ça. Parce que la loi dit que dès l'instant où vous touchez à la Constitution, vous la modifiez, vous tripatouillez, vous êtes passible de haute trahison. Mais pourtant, Marie-Madeleine Branso jouit de ses faits et gestes. Marie-Madeleine Branso a même été réhabilitée par Brice Clotaire Oligui Nguema. Marie-Madeleine Branso est aux premières loges lorsqu'il y a un événement au Gabon. Donc, s'il vous plaît, vous savez, moi je ne suis pas idiot et bête. Je ne suis pas idiot et bête. Il y a des Gabonais qui le sont et qui l'assument. Mais moi, vous n'allez pas m'empêcher d'utiliser ma matière grise. Vous n'allez pas m'empêcher d'utiliser ma réflexion. Vous n'allez pas m'empêcher d'utiliser ma capacité d'analyser, de regarder, de lire la loi et de regarder ce qui se fait. Quand Brice Clotaire Oligui Nguema, quand je me réveillerai et que j'apprendrai que tous ces gens-là, les Yann Koundje, tous ces gens-là sont mis aux arrêts, là, à ce moment, je reconsidérerai peut-être ma position envers cet homme. Quand je vais voir qu'il y aura des décrets, des lois votées qui vont par exemple dire qu'il est interdit à un membre du gouvernement de sortir du pays pour aller se faire soigner. Parce qu'au Gabon, nous avons toutes les structures sanitaires
là, à ce moment, je dirais, oui, Brice Clotaire Oligui Nguema, on dirait qu'il y a quelque chose. Mais, parce que vous savez, je vous donne souvent cet exemple. L'ancienne ministre française là, des affaires, de l'enseignement, de l'éducation nationale, a été contrainte de démissionner. Parce que tout simplement, Emmanuel Macron l'a nommée, voilà, elle faisait son job. Mais au bout d'un certain temps, 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, les Français se sont rendus compte que, oh, celle-là qui vient, qui fait les coûts budgétaires, qui fait ci, qui fait ça, donc n'a même pas ses enfants dans le système public. Elle a été contrainte de démissionner. Donc, ça doit être la même chose. Vous ne pouvez pas, vous, vouloir que les Gabonais aillent se soigner dans les mouroirs là que sont nos coquilles vides, pendant que vous venez ici en Europe, pendant que vous venez à accoucher ici en France. Là, il y a un gros dossier en préparation, un très gros dossier. Je ne peux pas en dire plus, mais dans les semaines à venir, vous allez voir, il y a un très très gros dossier de ces gens-là qui sont au pouvoir, qui viennent à accoucher en Europe. Donc moi, quand je verrai Brice Clotaire Oligui Nguema nous sortir des lois comme ça, il est interdit aux membres du gouvernement, s'ils sont malades, de se faire soigner à l'étranger. Ils doivent être au même niveau que la population gabonaise qu'ils disent représenter, dont ils disent compatir. C'est impensable que quelqu'un puisse mourir parce qu'il n'y a pas de traitement au Gabon, parce que tous ces gens pillent notre trésor public, et que eux, quand ils soient malades, ben, ils peuvent venir se accoucher, ils peuvent venir se faire soigner ici sans problème. Vous, Gabonais, même vous qui supportez Brice Clotaire Oligui Nguema, vous trouvez ça juste? Dites-moi un peu. Vous là, qui êtes sur les réseaux sociaux, ou qu'on voit là pour 2000, c'est pas vous là pour vous soigner, vous êtes obligé d'attendre une fois dans l'année les caravanes médicales. Trouvez-vous normal que des gens, parce qu'ils sont ministres, ils ne font rien de la journée, rien. Ils sont juste au téléphone, et puis ils signent des parapheurs que tout le cabinet a travaillé, que les techniciens du ministère ont fait, ont rédigé. Toi, tu es là, tu sors de chez toi à l'heure que tu veux. Tu ne passes pas par l'embouteillage parce que tu as les motards. Tu arrives, donc tu quittes de la climatisation de ta maison, pour la climatisation de ta voiture, pour la climatisation de ton bureau. Tu es assis, tu signes, tu pars, et puis là tu fais un travail extraordinaire qui nécessite que tu sois payé chèrement, plus lourdement que le médecin, que le fonctionnaire médecin. Que tu sois payé, que tu sois mieux payé que le policier qui est dans la rue toute la journée, que tu sois mieux payé que celui qui va en forêt surveiller nos frontières, que tu sois mieux payé que l'enseignante qui enseigne la nation, que tu sois payé à coups de dizaines de millions, que tu aies un véhicule qui, à lui tout seul, c'est l'équivalent de la bourse de dizaines de Gabonais pendant des mois. C'est toi là qui as tous les frais possibles. C'est toi qui as, même le carburant, tu ne payes pas. Donc, c'est-à-dire que même si le prix du carburant augmente, tu ne payes rien. Si le prix du pain augmente, tu ne payes rien. Tu ne ressens pas ça dans ta popote. Même si on dit que le pain coûte 1000 francs, tu es payé à plusieurs millions, ça te fait quoi? Puisque de toute façon, tes enfants vivent en France. Tes enfants vivent en Europe. Tu bénéficies d'assurance de l'État. Tu as le passeport diplomatique. Les billets d'avion, c'est l'État qui achète pour vous. Mais voilà la réalité, mes frères. Voilà comment vivaient les gens sous Sylvia, sous Ali, et comment ils continuent de vivre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Même si vous êtes des partisans d'Oligui, Oligui président. Mais ça ne nécessite pas 1 an, 2 ans, hein, prendre un décret ou faire voter une loi pour bannir tout ça, pour suspendre tout ça. Voilà pourquoi vous avez des gens comme Thomas Sankara qui ont marqué l'Afrique. Quand le monsieur a pris le pouvoir, il a dit, bon, écoutez, les vestes qui coûtent des centaines de mille, là, qu'on fait venir chez Smalto, je ne veux plus ça.
Nous produisons du coton, mettons ça en valeur. Allez, les ministres en boubou, en veste, etc. Ça les a tués. Vous ne voyez pas souvent quand il y a les grandes rencontres internationales, vous ne voyez pas le président du Malawi ou du Botswana, hein, comment il s'en va avec sa tenue traditionnelle, ses machins. Ça les a tués, ça les tue. Vous ne pouvez pas valoriser par exemple notre raffia, créer, je ne sais pas, des boubous, des abacos en raffia, je ne sais pas. Premièrement. Vous ne pouvez pas vous dire, bon, écoutez, acheter une voiture de 70 millions, c'est compliqué. Hein? Donc, tous les ministres, en tout cas, la voiture standard, le modèle standard, ça va être, par exemple, je ne sais pas, Toyota Corolla dernier cri ou Toyota 26 ou je ne sais trop quoi. Vous ne pouvez pas vous dire ça, hein? Non. En vous disant que, écoutez, ça là, c'est pour les 10 années qui viennent. Non. Parce qu'on est ministre, il faut montrer le charisme, il faut le dernier VX, il faut le dernier ceci. Mais c'est vous là aujourd'hui qui criez sur le standing de Sylvia Bongo et des autres. Mais aujourd'hui, vous vivez comment? Vous pouvez me dire comment vous vivez? Mais regardez Oligui quand il sort. Regardez tous les véhicules qu'il a. Vous êtes juste une honte pour la nation. Vous êtes une honte pour la nation parce que vous refusez de restructurer de fond en comble le Gabon. Mais effectivement, ma sœur Julie Matata, il nous donne du travail. Parce que tant que ces gens continueront de se comporter comme ça, ils nous donneront du travail, ils nous permettront d'avoir des éléments pour montrer au peuple gabonais qu'ils ne sont pas là pour le peuple. Moi, je peux vous dire avec certitude qu'aussi vrai que, comme ils disent là, que Sylvia a fait ci, Sylvia a fait ça, mais c'est aussi vrai que la vie de ces gens-là ont changé. Est-ce que vous savez que, d'ailleurs, vous vous rappelez que le ministre Guy Patrick Obiang nous avait parlé, par exemple, de fonds qui lui étaient attribués en tant que ministre de la Santé, que les hôpitaux devaient lui verser, je ne sais pas combien de dizaines de millions tous les 2 mois ou tous les trimestres. Ou je ne sais. Vous vous rappelez de ça? Hein? Mais comment un hôpital, déjà l'hôpital public n'a pas vocation à faire de l'argent. L'hôpital public a vocation à soigner les malades avec le minimum. Mais comment c'est encore l'hôpital public qui va donner des pots de vente, des dizaines de millions au ministre de la Santé? Si déjà le ministre de la Santé vous a rendu ça, vous avez vu ça écrit quelque part dans une loi ou je ne sais pas? Non, mais pourtant c'est bien là. Les fonds politiques, 250 milliards, présidence de la République. Vous avez entendu Oligui Nguema renoncer à ça? Le ministre du pétrole, vous savez combien il a en termes de redevances, de primes et de je ne sais trop quoi? Le ministre de l'Habitat, à l'époque par exemple de Adia Eno, oh là là, c'était extraordinaire. Hein? À l'époque de, comment il s'appelle, de monsieur Minko. Quand vous voyez aujourd'hui ces gens-là ont des domaines et des domaines, quand vous voyez tout mes mal, qui a quasiment des hectares et des hectares et des hectares, il a eu ça où? Ses ancêtres étaient là, lui ont donné ça. Vous voulez nous parler d'un développement. Vous pensez que vous pouvez développer un pays gangréné par la corruption de fond en comble? Oligui Nguema, s'il était sincère, il aurait pris 1 an, 2 ans, voire 3 ans pour refabriquer, pour refonder l'ossature économique du pays. Mais vous pensez que là, tout de suite, même Bill Gates ou je ne sais trop qui vient, il donne 1000 milliards au Gabon, vous pensez que l'argent là va aller où? Ça va aller dans les caisses de l'État, vous êtes sûr? Mais l'argent là va s'évaporer avant même, c'est-à-dire avant même d'arriver au trésor public, cet argent va s'évaporer. Donc la famille, encore une fois, il n'est pas ici question, en tout cas pour me concernant, et je sais que c'est également les autres. Après, nous avons chacun sa manière de l'exprimer. Il n'est nullement question de notre part d'absoudre,
de blanchir Sylvia et Noureddine. Mais vous vous rappelez une chose, c'est que là, regardez hein, tous ceux qui sont en train de faire. Est-ce que vous avez remarqué que ils sont en train de charger Sylvia et Noureddine, ils ne touchent même pas à Ali Bongo? Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça? Est-ce que vous vous êtes rendu compte du fait que Oligui Nguema, dans toute sa communication, charge Sylvia et Noureddine?